Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Est-ce que vous préférez avoir raison ou être heureux? Un ennemi, c'est quelqu'un avec lequel vous n'avez pas pris le temps de déjeuner dans les 3 semaines. Nos présupposés nous enferment alors que nos questions nous élargissent. Bonjour Stéphane. Bonjour Antoine. Merci d'être venu ici sur Open Mind pour ton interview. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours de vie, ton parcours professionnel. Et aujourd'hui, avec tout ce que tu as vécu, tu as voulu un peu associer ton passé de radiologie et de comment fonctionne l'humain pour être professeur au Collège de Paris. Tout à fait. Et puis, alors, je te remercie de l'invitation parce que c'est des sujets qui me passionnent. Aujourd'hui, mes principales approches d'enseignement, c'est les neurosciences, c'est-à-dire comment fonctionne le cerveau humain, que ça soit en entreprise ou pas, que ça soit avec une génération ou une autre. On va un peu revenir sur ton parcours. Tu m'as dit qu'au début, tu as commencé, tu as eu ton bac en 1984. Je me suis inscrit en première année de médecine qui, à l'époque, était très très sélective, que je n'ai pas eu. Et j'ai réussi à m'inscrire sur concours d'entrée à l'école de radiologie. Et il se trouve que je suis sorti major de ma promotion Île-de-France. Bon, ça me fait très plaisir de le répéter encore une fois aujourd'hui. Mais surtout, ça m'a permis d'avoir des enseignements très rapides parce qu'à l'époque, les choses n'étaient pas aussi formelles qu'aujourd'hui. Et j'étais passionné par l'anatomie. C'est ce qui m'habitait déjà à l'époque. Et l'anatomie du cerveau en particulier, la neuroanatomie. Et mon ancien prof d'anatomie m'a dit « Mais Stéphane, toi qui es assez fort dans cette discipline, on aimerait que tu viennes enseigner dans l'école dans laquelle effectivement j'ai eu mon diplôme. » Et j'ai commencé comme ça à enseigner pour finalement développer toute cette partie-là. Pourquoi tu as arrêté médecine? Pourquoi tu n'as pas continué là-dedans? Alors, j'ai arrêté médecine parce que tout simplement, il y avait à l'époque ce qu'on appelle un numerus clausus, c'est-à-dire qu'on était peut-être 1200 pour 200 places. Et il se trouve que je suis arrivé pas loin des 200, 231e, mais je n'étais pas dans les 200. Sans compter que les 20 derniers étaient dentaires pour le coup, et quoi qu'il arrive, le dentaire ne m'intéressait pas. Donc j'étais finalement assez loin du résultat. Et j'en avais pas forcément les moyens non plus techniques, parce que pour pas dévoiler mon parcours de vie, mais à l'époque, pour payer mes études et m'auto-sponsoriser, j'ai fait des petits boulots. Par exemple, j'enseignais les mathématiques, donc ça m'a servi aujourd'hui. Et quelque chose qui m'a encore plus servi, que je ne soupçonnais pas, j'ai vendu du carrelage dans une grande société que je ne citerai pas, de bricolage, ce qui était un travail strictement alimentaire, mais qui m'a permis d'apprendre une première chose, c'est ne jamais attendre que les autres soient conformes à nos désirs. Et en réalité, quand j'attends que l'autre bouge comme moi, je me trompe déjà depuis le début. C'est-à-dire conforme à tes désirs, tu peux un peu plus développer? C'est-à-dire que lorsque je suis une personne, par définition, la vérité de l'autre existe en même temps que la mienne. C'est-à-dire que ce que je pense, et si je m'attends à ce que l'autre bouge comme moi je le ferais à sa place, c'est une erreur majeure. Et ça, je l'ai appris à ce moment-là. Et j'ai appris aussi peut-être une sorte, dirait Albin Amar, de communication non violente. Parce qu'effectivement, on est confronté à une population qui, quelquefois, n'arrive pas avec que des bonnes intentions. Et j'ai appris, en réalité, la relation humaine qui m'a servi ensuite dans mes enseignements, quand je suis devenu chef d'entreprise et qui me servent à nouveau dans les enseignements aujourd'hui. Et après, tu m'as dit, du coup, tu as été major de ta promo. Est-ce que ça a été facile pour toi? Comment tu as réussi à exceller dans la radiologie? Parce qu'en réalité, j'étais tellement vexé de ne pas avoir été retenu dans le numerus clausus médical que je me suis fait un devoir. Et pour le coup, je suis arrivé 231e, donc je n'étais pas si loin quand même de l'excellence de l'époque. Donc quand je suis allé dans un niveau inférieur à l'école de radiologie, ça n'a pas été très compliqué non plus, et puis j'avais une revanche à prendre. C'est un des moteurs d'ailleurs de l'humain, qu'on dira en neurosciences, un système qui permet aux gens d'être motivés. C'est d'avoir une revanche à prendre pour se prouver qu'on satisfait à nos besoins, et en particulier, Maslow nous dirait celui-ci, le besoin de rêver. Ouais, c'est un échec en fait, ça a été ton moteur pour réussir. Exactement, Nietzsche dirait « ce qui ne me tue pas me renforce ». C'est la vertu du feedback, de l'auto-feedback. C'est comment se nourrir de ce qui s'est passé pour devenir une meilleure version de soi-même et ne pas refaire les mêmes erreurs.
Oui, je vois très bien. Et tu m'avais dit, du coup, on s'était appelé avant pour un peu que tu me racontes tout ça. Tu m'avais dit deux choses. Tu m'avais dit que tu aimais bien challenger tes enseignants. Oui, C'est-à-dire, tu aimes bien challenger tes... c'est vrai, et tu fais bien de me le rappeler. Et effectivement, on m'a demandé d'enseigner parce que ils avaient découvert que j'avais une certaine tendance à vouloir rechercher du sens, de chercher le pourquoi. D'ailleurs, Simon Sinek dit les gens vous suivent plus pour le pourquoi que pour le quoi et le comment. Et c'était déjà ce qui m'animait. Et je me rappelle très bien, et je te l'ai raconté l'autre fois, je vais le refaire ici avec grand plaisir. J'avais une enseignante qui venait pour un cours sur une incidence de radiologie sur le bassin, et le rayon X étant conique, le bassin étant lui-même avec des axes coniques, il fallait aligner d'une certaine façon. Elle fait tout son cours à l'envers. Évidemment, j'avais déjà appris dans la boîte de bricolage qu'il ne fallait pas trop prendre les gens de façon frontale pour pouvoir leur faire passer un message, mais il y a d'autres choses que je ne savais pas bien, et je l'ai appris à mes dépens. Et donc j'ai attendu que tout le monde sorte de la pièce, et je suis allé la voir en lui refaisant une démonstration au tableau de son erreur. Et elle l'a très mal pris. Donc je suis allé voir la directrice avec cette enseignante en expliquant, à l'époque j'avais déjà 22 ans, donc voilà, j'avais le droit de vote, j'avais déjà mon appartement et j'avais travaillé pour me nourrir, donc j'étais pas prêt à me laisser dicter que je devais juste me taire alors que j'avais raison. Et je suis allé voir la directrice et on a discuté. Et elle m'a appris quelque chose d'hyper important. Elle m'a dit, dans la vie, Stéphane, est-ce que vous préférez avoir raison ou être heureux ? Et elle m'a dit, on en reparlera plus tard. Et effectivement, on en a reparlé plus tard en me disant, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit l'autre fois, bah, vous avez bien fait de laisser passer la vague à ce moment-là. Et maintenant, je vois une de vos qualités qui est l'humilité, on va dire, et j'aimerais que vous enseigniez. Oui, avoir toujours raison, c'est pas forcément une bonne chose. La première question, et que j'ai gardée d'ailleurs, et que j'enseigne, c'est qu'est-ce que je fais là ? Et qu'est-ce que je fais là? Quand j'étais là-bas, c'était je devais apprendre pour avoir un diplôme et ensuite travailler en radiologie, voire enseigner ce que je ne savais pas encore. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je porte dans mes enseignements parce que si on ne se pose pas, si on oublie la question qu'est-ce que je fais là, alors rien n'a de sens. L'exécution n'a de sens qu'avec une stratégie. Et l'inverse est vrai, la stratégie sans exécution ne sert à rien. Donc une fois que je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais là? C'est qu'est-ce que je connais de la situation? Qu'est-ce que je connais réellement de cette situation? Ce qui n'est pas exactement la même chose, parce que chaque situation peut ressembler à une autre, mais c'est un des biais cognitifs. On peut croire que comme on a déjà vu quelque chose qui y ressemble, ça va marcher comme la dernière fois, ce qui est toujours faux. Ensuite, qu'est-ce qu'on attend que je sois dans cette situation? Et surtout, quand je suis manager ou leader, qui attend-on que je sois? Et c'est tout le leadership que développe Enra, Goldman et même Freud. Et puis ensuite, qu'est-ce que je peux prévoir et imaginer des conséquences de mes actions? Est-ce que ça va vraiment servir ma cause? Est-ce que ça va servir le « qu'est-ce que je fais là ?» Et ensuite, est-ce que je peux mesurer comment je suis responsable de la situation qu'éventuellement je dis ne pas vouloir? Exemple, je vais voir cette prof pour lui expliquer, imaginez que je l'ai fait devant tout le monde. Et là, tu vois bien la scène. Je vais devant tout le monde et là, je suis responsable de ce qui m'arrive. Forcément, elle me rabroue, elle me met un blâme, etc. J'attends qu'elle parte, mais la question à poser, c'était est-ce que j'ai un intérêt à lui expliquer qu'elle se trompe alors que j'ai parfaitement corrigé tout seul? Non, c'était juste pour servir mon ego. En réalité, je n'avais pas une question à lui poser en lui disant est-ce que j'ai bien compris? Oui. La vraie question, c'était je vais t'expliquer que je suis meilleur que toi. Oui. Et en réalité, je n'ai pas suivi toutes ces questions que j'ai apprises aujourd'hui. Voilà. Je comprends. Et du coup, après avoir eu ton diplôme, tu m'as dit que tu deviens enseignant là où tu étais étudiant. Exactement. Et tu t'es posé une question, tu m'avais dit quelque chose, c'était que tu étais très bon pour donner ton savoir, mais moins pour… J'aurais préféré qu'on ne revienne pas là-dessus, mais puisque tu insistes… Non, mais c'est intéressant. Effectivement, mon premier cours… c'est sur les troncs supraortiques, c'est-à-dire les parties des artères qui sortent du cœur pour aller irriguer le cerveau, par exemple. Et donc, rien que le nom déjà est compliqué, mais à l'époque, je n'avais pas ce recul. Et je me suis dit, c'est des gens que j'ai déjà croisés dans la cour de l'école de radiologie, donc je vais venir en costard. À l'époque, je mettais une cravate et je vais leur montrer qui je suis. Et mon professeur d'anatomie, qui avait peut-être subodoré un petit peu les choses, qui sentait un petit peu que ça risquait de dériver, m'a dit «
est-ce que ça te dérange si on filme ton premier cours ? Très fier. Je dis, mais non, au contraire. Je ne voyais pas où il voulait en venir à l'époque. Et effectivement, il filme mes 2 heures de cours sur les troncs supraortiques et il me dit, tu en penses quoi ? Je dis, écoute, je pense que ça s'est bien passé, ils avaient l'air d'être attentifs. Et il m'a dit, ok, tu as juste montré que tu étais capable, toi, de savoir tout ça. Mais en réalité, tu leur as rien appris. Ils ont fait « Waouh, il est très fort, Stéphane, qu'on croisait dans la cour. » Mais au bout du compte, ils n'ont rien appris. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais là ? D'où on en revient à qu'est-ce que tu fais là ? Et j'étais là pour leur transmettre et pas pour briller pour mon ego. Et ça, c'est une des grandes phrases que j'ai retenues dans ma vie, c'est pose-toi déjà à chaque fois la question, qu'est-ce que tu fais là ? Et du coup, ma question est la suivante. Comment tu as trouvé ton sens à qu'est-ce que tu faisais là ? Comment tu as trouvé que tu voulais faire ça ? Comment tu as compris que c'était ta mission de vie ? Je ne sais pas si on peut appeler ça une mission de vie ou un sens à ta vie. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. La mission de vie, c'est effectivement la fin est la même, l'important est le chemin, dirait Lao Tzu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu passes, si tu peux kiffer sans faire de mal à personne, et c'est génial. Et pour ça, il faut être à la bonne place. La bonne place, c'est quoi ? C'est que quand toi, tu reçois, tu restes à ta place de receveur. Et là, ce n'était pas le cas, j'étais enseignant à ce moment-là. Et quand tu donnes pour servir la cause de celui qui reçoit. En leadership, on appellerait ça le servant leadership. En enseignement, on appelle ça se mettre à disposition des étudiants pour qu'ils soient meilleurs en sortant qu'ils étaient en rentrant. Ça paraît simple à dire, mais le positionnement est toujours celui-là. C'est est-ce que je suis receveur et je dois me mettre à disposition de celui qui donne pour lui montrer que je suis là à la bonne place, ou l'inverse. Du coup, tu enseignes et à un moment donné, alors je ne sais plus comment tu m'avais expliqué que tu crées ton entreprise. Oui. Donc, longue histoire, tu as raison. En réalité, c'était le tout début de l'informatique. Il se trouve que quand j'enseignais et que je travaillais aussi dans un centre privé de radiologie, à Sarcelles pour ne pas le citer, qui est un endroit étonnant, j'ouvre une parenthèse, qui est dans une banlieue parisienne qui est plutôt pas forcément super réputée. Il se trouve que cet hôpital est génial parce que c'est l'hôpital de quartier, il n'y a pas d'hôpital public à côté, il a un plateau technique extraordinaire, et moi je travaillais dans ce plateau technique en radiologie, avec des gens qui ont des infrastructures qui sont vraiment à la hauteur de grands centres de l'AP-HP parisien. Je ferme la parenthèse. Et il se trouve que donc j'avais accès à plein de choses et j'avais accès au tout début de l'informatique. Et un jour, je croise quelqu'un qui me donne, parce qu'à l'époque, les logiciels pouvaient se donner, c'est ce qu'avait fait Microsoft depuis le début, pour qu'on commence à être accro, puis après ils le vendent évidemment, c'est une technique marketing bien connue. Et ce logiciel permettait de faire des programmes. Le programme était que sur un ordinateur, ce qui était déjà un mot compliqué pour les gens à l'époque, 1997, on cliquait sur une image, en l'occurrence, moi je faisais de l'imagerie médicale sur un cerveau par exemple, et ça me disait, tiens, ça c'est la partie du cerveau limbique, ça c'est la partie du cerveau reptilien, et ça mettait une petite image. Et là tout le monde disait, waouh, c'est un tour de magie, je mets une souris informatique quelque part et ça me parle comme si le prof était là. Donc je développe ça, et General Electric Medical voit ça et me dit, Monsieur Ginocchio, vous venez dans nos bureaux à Buc. Pour donner un ordre de grandeur, General Electric, c'est une ville, tellement c'est grand, à côté de Versailles, c'est un village Buc, et eux, ils ont un village dans le village. Donc j'arrive, moi, tout seul, comme ça, en faisant dans ma cuisine, comme on faisait à l'époque, avec un ordinateur et puis mon café à côté, mes petits logiciels la nuit, entre deux gardes éventuellement, et je rencontre un juriste qui me dit, mais on ne travaille pas avec un monsieur, on travaille avec une boîte. Donc j'ai monté ma boîte comme ça, un soir, en appelant un copain qui connaissait un avocat, etc. Et cette boîte d'informatique, elle a fait des émules parce que mes copains radiologues, chirurgiens, etc., avec lesquels j'interagissais en permanence, m'ont dit « Mais Steph, occupe-toi de notre informatique. Aujourd'hui, on passe de l'AS400, qui est un gros truc à l'ancienne, avec, vous savez, des trucs en vert noir ou en jaune noir, là, les trucs, bon, pour certains, vous n'avez pas connu, et tant mieux. Et on passe de ça au PC, ce qui aujourd'hui est le cas, et on est en train de se faire voler parce que les radiologues sont réputés pour gagner beaucoup d'argent et les gens qui leur vendaient en profitaient pour multiplier par 5, par 10 et leur vendre n'importe quoi. Donc il dit, toi qui connais un peu les deux, le métier et l'informatique, viens nous aider. Et c'est comme ça que j'ai développé finalement ma société qui était faite pour faire des logiciels pour General Electric finalement, à faire de la maintenance, de l'accompagnement, du conseil. Et on est devenu en 19 ans
le leader sur le Nord France de tout ce qui était accompagnement cabinet de radiologie, radiothérapie, médecine nucléaire, et on avait 19 cliniques privées dont on s'occupait complètement, y compris pour les conseiller et les emmener aux subventions et aux labels de la Haute Autorité de Santé. Donc avec une vraie reconnaissance du métier, à telle enseigne qu'au bout de 19 ans, elle avait explosé évidemment. On a inflaté le nombre de personnes, on a hyper développé les choses. Je précise, sans aucune société de recrutement et sans aucun service commercial. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'arrivé à ce point où on s'était auto-construit notre socle, nos valeurs, encore un mot important, notre façon de fonctionner, une des plus grosses mutuelles françaises médicales, que je ne citerai pas ici, a missionné quelqu'un pour nous voler nos clients et nos talents, parce que ça les intéressait stratégiquement d'avoir une boîte implantée sur le terrain, etc., qui ressemblait à la nôtre, et on était le leader. Et pendant un an, nous ont-ils dit après, ils n'ont pas réussi. En proposant à mon ancien bras droit de le payer le double, et il n'est pas parti. Parce que, je cite ce qu'il m'a dit après, quand on vient le matin avec toi, on trouve autre chose. Quand on dit avec moi, c'est avec la société. Et à nos clients de dire pendant un an, c'est gratuit. Et ils ont dit non, on préfère rester avec Stéphane, avec son tarif, et on verra plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont venus nous voir. Et ils nous ont dit, voilà, ça fait un an qu'on essaye de vous piquer vos clients, vos talents, on n'y arrive pas. Donc, ils m'ont racheté finalement, après qu'on ait négocié un petit peu, ce qui aujourd'hui me permet d'être à la retraite financière et d'avoir ce moment d'échange avec toi et d'enseigner et de prendre, mais un plaisir immense, pour ne pas dire kiffer, à enseigner. Et j'ai pris un peu de recul. Et tu vas me dire, mais quel rapport entre le rachat de ta boîte et le fait de retourner dans l'enseignement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis dit, mais comment on a fait à résister pendant un an à ce mastodonte, hein ? C'était David et Goliath. Et j'ai commencé à écrire les techniques de management, les techniques de marketing avec les clients. En fait, je vais revenir un peu, du coup, tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit que tu as été leader en 19 ans sans vraiment d'aide, en fait, c'est vraiment en autodéveloppement. Mais c'était quoi ton secret aujourd'hui ? Comment tu as pu réussir à créer une boîte aussi forte grâce en fait, à quelques personnes en fait ? C'est justement le déroulement logique des choses après avoir terminé en ayant été étonné et surpris de cette résilience. Aujourd'hui, c'est le mot qu'on poserait. J'ai commencé à écrire et j'ai commencé à écrire sur le management, sur le marketing. Et je me suis aperçu que finalement, le management ressemblait au care management. Attends, c'est quoi le care management pour les gens qui ne connaissent pas ? Ça correspond à quoi ? Le care, on ne peut pas traduire ce mot. Il y a des mots qu'on ne peut pas traduire comme empowerment. C'est des mots en anglais qui veulent dire quelque chose comme nous, en français, on a des mots. Le care, si je devais faire une phrase un peu longue, je dirais que c'est une approche bienveillante et respectueuse de l'autre humain. Et c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Je disais, par exemple, à mes employés, si tu ne viens pas avec le sourire le matin et que je n'ai pas le sourire en te voyant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'interprète aujourd'hui, je dirais, je regardais quels étaient les signaux faibles qui auraient pu me montrer que mon management n'était plus efficient. La phrase est beaucoup plus chiante, mais c'était exactement ça. C'est si tu n'as pas le sourire le matin, et si moi, je n'ai pas le sourire aussi, ça veut dire qu'entre nous, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et comment j'ai finalement analysé que c'était le moteur de tout ? J'ai écouté une conférence d'André Consponville, qui est un monsieur passionnant, et qui nous explique pourquoi on travaille. Le fameux « qu'est-ce que je fous là ?» en l'occurrence. Et il nous explique, avec une démonstration rapide, que le travail n'est pas une valeur financière, etc. Qu'en réalité, les gens ne travaillent que, comme dirait Blaise Pascal, que pour trouver le bien-être. Parce que tous les humains ne font que tout dans leur vie que pour trouver le bien-être. Et il se trouve que si on n'approche pas le travail par le bien-être, alors les gens s'épuisent vite. Et l'argent, les primes, etc. n'y font rien. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas réussi à les voler pendant un an en proposant des choses matérielles différentes, parce que Maslow nous explique qu'il y a 5 besoins fondamentaux. Et dans ces 5 besoins, il y en a un qui est le besoin de reconnaissance, le besoin de rêver. Et il se trouve que spontanément et humainement, parce que peut-être j'avais travaillé dans le médical aussi, et que c'est ma philosophie de vie,
On avait mis en place un échange honnête et bienveillant, le care management. Et avec les clients, la même chose. Avec les clients, un respect, une parole donnée. Je leur disais souvent, on travaille ensemble comme mon grand-père l'aurait fait avec vous. Et étonnamment, ce sont des valeurs. Donc, si j'essaye de résumer, et la question qui te brûle les lèvres, c'est est-ce qu'il n'y a pas un mot-clé dans tout ça? Et ma réponse est valeurs. Et le management par les valeurs et l'éthique des valeurs permet de mettre en place quelque chose qui est un peu plus fin qu'un contrat. C'est même pas un contrat moral, c'est juste une évidence à être ensemble. Et cette évidence, elle était contrariée par des gens qui leur proposaient mieux, le double, peu importe. Et ils disaient, mais non, l'évidence est là, et là, vous me proposez de faire quelque chose qui n'est pas dans le circuit de l'évidence. Tu m'avais dit quelque chose, moi qui résume aussi très bien, c'est ton but n'est pas de vendre quelque chose, c'est de faire revenir la personne. Tout à fait. On s'est aperçu sur 2 plans. Et là, tu me parles du plan marketing avec les clients. Les clients sont des humains, étonnamment. C'est des humains. Aujourd'hui, on parle de neuromarketing. À l'époque, on n'en parlait pas. Mais ce sont des humains. Quand on traite les gens en humains, on s'aperçoit que finalement, et Maya Angelou, qui est une grande penseuse, dirait « Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Et je me suis toujours attaché à ce que les gens aient eux aussi le sourire. Et comment avoir le sourire d'un client quand on lui vend de l'assurance que tout marche bien? Parce qu'en réalité, quand il appelle, ce client, il appelle parce que ça ne marche pas. Et donc, il va associer neurologiquement, il va faire un raccourci, un biais cognitif, là c'est un biais dynamique parce qu'il va le créer lui-même, il va faire un raccourci entre mon numéro de téléphone, les assistantes qui répondent et la panne. Mais moi, ça ne me convenait pas. Donc j'ai fait en sorte, et ça c'était dans des discussions, des réflexions, ça ne s'est pas fait en un clin d'œil, on a mis en place des rappels systématiques pour que la personne ait la dernière fois le numéro de téléphone qui s'affiche avec du positif. Dès que j'ai arrêté mon entreprise, je me suis spécialisé en PNL, en programmation neurolinguistique, coach et en hypnose. Et j'ai compris comment ça marchait. En réalité, on a fait quelque chose de spontané que j'ai réexpliqué derrière. Un petit peu l'histoire des enseignements que je donne aujourd'hui, c'est je décortique le réel pour en extraire ce qu'il faut en comprendre et peut-être en reproduire. Et en l'occurrence, là, on a découvert l'ancrage. C'est-à-dire que quand on martèle, c'est le système de la publicité, on martèle 10 fois quelque chose, on s'en rappelle. Pourquoi les gens dépensent des fortunes pour qu'il y ait des panneaux au bord de la route qu'on ne regarde pas mais qu'on voit? C'est parce qu'on ancre les choses à force de les voir. Et bien là, on a ancré du positif. Et Antonio Damasio, un grand ponte de l'intelligence émotionnelle qui explique l'hygiène émotionnelle, explique que quand on a un souvenir émotionnel assez fort, pendant 3 semaines, si on n'y touche pas, il reste. On appelle ça l'ancrage émotionnel. Et quand c'est un ancrage positif, ben on le travaille. C'est le job des publicitaires, mais c'était notre job aussi. Et quand il est négatif, un autre monsieur très intéressant a dit « Un ennemi, c'est quelqu'un avec lequel vous n'avez pas pris le temps de déjeuner dans les 3 semaines. » C'est-à-dire qu'on a 3 semaines pour désactiver quelque chose de négatif. Donc, je reviens à nos clients. Le client appelle parce qu'il est en panne. On a 3 semaines pour lui faire plaisir et faire en sorte qu'il se rappelle du plaisir du dernier appel. Voilà un petit peu la connaissance humaine. Maintenant, si je te prends l'autre côté avec les gens qui travaillent avec nous, les collaborateurs, on a découvert la symétrie des attentions, chose qui n'était pas encore publiée à l'époque. La symétrie des attentions, le principe est le suivant. Je prends soin, care, des gens qui travaillent pour moi, et bien symétriquement, ils vont avoir tendance à faire la même chose que moi, et donc prendre soin des clients. Et c'est exactement ce qui se passait. Il y a une expérience, mais passionnante, d'Harvey Einstein sur le sujet. Si tu as 2 minutes, je te l'explique. Oui, vas-y, je t'écoute. Comment il a démontré cette symétrie des attentions? Harvey Einstein, c'est un New-Yorkais. Il se balade dans New York et il entend un truc à la radio dans le taxi qui le surprend. Le gars à la radio dit « Depuis qu'il y a eu un best-seller qui parlait d'un jeune adolescent un peu spécial qui se suicide, on constate qu'il y a plus de suicides d'adolescents un peu spéciaux qui lui ressemblent. » Donc Harvey Einstein, il dit « Mais attends. Ça veut dire que le gars, il sous-entend que quand on croit qu'on ressemble à quelqu'un, on ressent qu'on ressemble à quelqu'un, on a tendance à faire les mêmes conneries, à faire la même chose, à courir le même danger, là en l'occurrence. Lui qui est sociologue, il dit « Attends.
On va objectiver ça. Je vais faire une expérience, on va se le prouver. Il achète 500 portefeuilles. Un malade du cuir, peut-être une pathologie, mais bon, ça c'est encore autre chose. Il achète 500 portefeuilles. Dans les portefeuilles, il met 2 $, il met une petite carte de visite pour qu'on sache à qui ça appartient, et palali, palala. Et il laisse tomber les portefeuilles par terre, dans New York, et il se dit, je vais mettre une petite lettre. Dans 250 portefeuilles, il met une petite lettre en disant, j'ai trouvé votre portefeuille et je vais vous le rendre. En bon anglais, il est à New York. Et dans 250 portefeuilles, il écrit, moi venir d'un pays à toi, trouver portefeuille et te le rendre. Donc, moralité, sur 500 portefeuilles, il y en a 250 qui allaient être rendus à la poste par quelqu'un qui nous ressemble, un New-Yorkais, et 250 portefeuilles qui allaient être rendus à la poste par quelqu'un qui ne nous ressemble pas, un étranger. Donc la personne, elle trouve le portefeuille, elle dit « Ah, il y a des sous, je vais les prendre. Ah, attends, il y a une petite lettre. Ah, il y a quelqu'un qui allait le rendre. » Alors, lui, il se dit « Est-ce que le comportement va être différent entre quelqu'un qui me ressemble, un New-Yorkais, puisqu'à New York, quelqu'un qui trouve un portefeuille, la plupart du temps, c'est un New-Yorkais. Est-ce qu'il va le rendre plus facilement que s'il trouve une lettre qui a été écrite par quelqu'un qui ne lui ressemble pas ?» 6 fois plus de retours quand la lettre était en bon anglais. Donc, il a démontré quoi? Que quand les gens ont un sentiment d'appartenance, de reconnaissance, ils ont 6 fois plus tendance à répéter la chose qui allait être faite. Et après, il a même complexifié la chose. Il a dit, mais si c'était une bonne intention, est-ce que ça marche mieux que si c'était une mauvaise intention? Et tu vas voir où je veux en venir après dans la société et dans la symétrie des attentions. Donc, il reprend 500 portefeuilles, un malade, hein, et cette fois-ci, tout en bon anglais, mais il y en a 250 dans lesquels il dit « Je suis heureux et merci de me donner l'occasion de briller et de vous le rendre. » Et dans les autres, vous m'avez saoulé, j'ai perdu mon temps, mais je vous le rends quand même. Donc, est-ce qu'il va y avoir une différence? Cette fois-ci, c'est tout en bon anglais. Donc, quelqu'un qui me ressemble mais qui a des bonnes intentions, ou quelqu'un qui me ressemble qui a des mauvaises intentions. Ou en tout cas, pas des bonnes, pas éthiques. Et bien là, 2 fois plus de retour quand il y a une bonne intention. Donc, si je fais simple, 6 fois 2, 12. Donc, biais cognitif, ça marche tout seul. 6 fois 2, 12. Il y a 12 fois plus de chances qu'un collaborateur qui travaille pour vous, qui a un sentiment d'appartenance et que vous portez des valeurs éthiques, il y a 12 fois plus de chances qu'il reproduise cette bienveillance éthique avec les clients que s'il n'a pas le sentiment d'appartenance et ou si vos valeurs ne sont pas éthiques. Et c'est exactement ce qu'on faisait. On avait des valeurs éthiques et un énorme sentiment d'appartenance. Donc, il n'est pas étonnant qu'on ait été 12 fois meilleur que les concurrents qui, eux, n'avaient pas cette approche. Et c'est comme ça qu'on est devenu leader, auto-leader, auto-construit, auto-développé, parce qu'en réalité, on ne le savait pas, mais on avait la bonne recette avec les bons ingrédients. Du coup, tu vends ta société et ensuite, tu as envie de te remettre dans l'enseignement complètement. Et là, tu fais une formation, tu m'as dit, en PNL hypnose, c'est ça? Oui, c'est ça, programmation neurolinguistique et hypnose, pour mieux comprendre encore le fonctionnement du cerveau. Et c'est là où j'ai découvert les biais cognitifs, au passage. J'ai découvert l'ancrage et je suis allé chercher les publications universitaires sur l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, sur l'hygiène émotionnelle d'Antonio Damasio, dont je t'ai parlé, et différents auteurs qui permettent de mettre des mots. Et la recherche universitaire a 2 vertus. Elle permet de mettre des mots, c'est ce que j'étais en train de te dire, sur les choses. Et quand on met sur des choses, les mots deviennent des valises, on gagne du temps. Par exemple, pour tous les étudiants à qui j'ai déjà enseigné l'intelligence émotionnelle, quand je leur parle d'intelligence émotionnelle, ce n'est pas la peine que je refasse tout le cours. Les 2 journées de cours, elles les ont dans la valise, et ils savent où je veux en venir. Donc l'intérêt, c'est ça, c'est de mettre des mots. Et quand on a les mots en commun, on va beaucoup plus vite à réfléchir et à communiquer. Et la deuxième vertu, c'est qu'on découvre des choses qu'on n'avait pas eu l'occasion de vivre, ou qu'on avait vécues, mais qui ne nous avaient pas à l'époque étonnés, surpris, dont on ne se souvenait plus. Et par chance, je travaillais avec mon épouse, ce que je continue à faire d'ailleurs, et elle m'a dit « mais oui, mais ça correspond à ça, etc. » Et là, on a retrouvé, on a décortiqué plein de situations qu'on avait connues, mais pas remarquées, et qu'on a expliquées à nouveau. Donc, dans mes enseignants, j'ai enrichi de cela. Et puis, il y a même des situations auxquelles on n'avait jamais été confronté et qui permettent d'élargir le débat, de réfléchir différemment et de mieux,
tu me demandais tout à l'heure, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fous là? Ben, quand j'enseigne, je suis là pour enseigner à des gens qui peut-être ne vivront pas ce que moi j'ai vécu exactement, mais je devrais les rendre plus préparés, mieux préparés à affronter cela. Et on parle de biais cognitifs. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais un exemple pour les personnes de biais cognitifs? Parce que je pense qu'il y en a qui regardent la vidéo ou qui écoutent, qui ne savent pas trop ce que c'est, qui n'ont pas d'exemple concret ou qui ne savent pas trop par où commencer. Ce serait quoi le premier biais cognitif le plus simple, le plus important ou... Je vais t'en donner un qui me brûle la langue. Quand tu posais la question, j'étais déjà prêt à répondre. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose d'important. Il est souvent important. Mais là, je suis dans une interview, donc qu'est-ce que je fais là? Je viens donner. Mais quand je viens recevoir, il est important d'écouter pour comprendre et non pas écouter pour répondre. Et là, malheureusement, je suis tombé dans un des biais cognitifs. En te posant l'échange sur les biais cognitifs, en voilà un. Mais il y a quelque chose qui me brûle la langue. Et donc, je vais te parler, ça s'appelle le syndrome du lampadaire. C'est un gars qui se balade. Oui, j'adore raconter des histoires comme ça. Mais c'est peut-être pour ça que c'est intéressant. Le gars se balade la nuit et il voit quelqu'un à quatre pattes comme ça, sous un lampadaire. Il lui dit, excusez-moi monsieur, mais vous avez perdu quelque chose? Le gars dit, oui, j'ai perdu mes clés. Il regarde, il dit, mais vous les avez perdues là? Il dit, non, mais au moins ici, il y a de la lumière. Je te laisse projeter ça en management. Souvent, les gens ont un biais cognitif qui est d'aller chercher l'information là où ils pensent qu'elle peut être et sur lesquelles ils ont de la visibilité, plutôt que de prendre 2 ou 3 pas en arrière et finalement de trouver les clés là où ils ne les cherchaient pas. Et ça, c'est un des grands biais cognitifs qui habitent les managers. C'est toujours se focaliser sur nos présupposés. Et en réalité, nos présupposés nous enferment alors que nos questions nous élargissent. Et ça, c'est un biais cognitif. Mais c'est logique, parce que quand on était des préhistoriques dans la jungle, il fallait qu'on aille vite. Et tous ceux qui, Darwin nous l'expliquerait, tous ceux qui n'auraient pas réagi comme ça sont morts aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas le temps de réfléchir. Alors que dans ce monde civilisé, on a le temps de réfléchir. Et il faut changer ce réflexe inné qu'on appelle biais cognitif, ce raccourci de notre cerveau. Il y en a 184. Il y a un codex qui est gratuit en ligne qu'on peut lire, consulter avec des exemples très intéressants et qui nous montre comment à chaque fois l'humain se trompe. Et il y a un autre effet qui est marrant parce que ça parle d'une marque que tout le monde connaît, suédoise pour des magasins. Son nom, c'est l'effet Ikea. Et l'effet Ikea, c'est de considérer que quand on fait quelque chose soi-même, il y a une valeur symbolique que personne ne doit toucher. J'ai fabriqué mon meuble, il n'est pas exactement comme un professionnel l'aurait fait, il n'est pas exactement de la bonne dimension, mais c'est moi qui l'ai fait. C'est exactement ce qui se passe quand, pour ceux qui ont des enfants, vous avez un pot de yaourt qui est peint comme un porc, mais pour la fête des pères ou la fête des mères, et personne ne doit y toucher dans la vitrine. Il est d'ailleurs en vitrine, alors que c'est horrible. Et les gens, quand ils arrivent, ils se disent « Oh là, ça doit être son gamin qui a fait ça parce que c'est moche ». Et personne n'aura le droit de dire que c'est moche. Vous avez une photo de votre enfant, de votre papa, de votre grand-père, personne ne va la déchirer parce qu'elle est en double. Elle est en double, on la garde en double, on ne déchire pas la photo de quelqu'un qu'on aime. Ça, c'est tous les attraits symboliques de ce que l'on fait, de ce que l'on construit. Et en management, ça s'applique tout de suite. Quand on fait co-construire les choses par nos collaborateurs, surtout ceux de la génération Z qui aiment apporter leur pierre à l'édifice, alors ça devient leur édifice. Oui, ça donne une valeur sentimentale aussi à quelque chose en fait. C'est plus que ce soit un objet, ça soit un objet qui nous appartient, qui nous donne une valeur. Exactement. On crée de la valeur d'appropriation en faisant co-construire le bâtiment avec la pierre de chacun. Et ça se donne en pratique. Tu as une boîte avec des valeurs. Okay. Il y a responsabilité, c'est une valeur. Les gens arrivent, on dit ici, on a des valeurs et vous les affichez sur le mur. Et le gars va dire ouais, ok. Et une fois que j'ai dit ça, c'est quoi? Il y a une autre approche qui est plus sympa. C'est en onboarding, quand les gens arrivent, il dit est-ce que juste tu peux me faire une phrase qui pour toi résonne sur cette valeur? Et ensuite, on fait un atelier avec la personne qui rentre et les personnes qui étaient déjà là et on confronte cette phrase à ce qu'il y a, voir si cette personne, elle peut s'intégrer dans la co-construction d'une nouvelle phrase. Et là, la personne, elle est on board immédiatement. C'est vrai que les gens, aujourd'hui, j'en parle avec des amis, ils ont beaucoup de mal à comprendre leurs valeurs. Quand on dit c'est quoi tes valeurs, ils ont du mal à trouver eux-mêmes leurs propres valeurs. Est-ce que toi, tu n'as pas une idée de comment les personnes peuvent s'aider à comprendre un peu qu'est-ce qu'ils font là en fait? Comment ils peuvent avoir leurs valeurs? Comment ils peuvent la trouver? 2 choses. La première, c'est d'aller co-construire, c'est exactement ce qu'on disait, les valeurs. Co-construire, c'est faire un visuel.
c'est les mettre sur un média, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et en disant tiens, on va faire un média interne à la boîte, et pour les nouveaux, on va faire un petit spot, une petite capsule, et tout le monde participe à ça. Donc les gens, effet Ikea, etc. Et en plus, ça leur permet de réfléchir aux mots qu'ils posent sur les choses, et comme ils confrontent leur point de vue, ils sont moins cons après, à plusieurs, on est toujours moins cons après, et ça permet de mieux éclairer les choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour que les gens s'approprient les valeurs, c'est qu'elles leur correspondent. On ne peut pas aujourd'hui avoir des valeurs qui soient figées. On a des valeurs qui sont éthiques et qui sont posées, et puis on a plein d'autres sous-valeurs. Sous-valeurs, ce n'est pas au sens inférieur, c'est des valeurs déclinées. Et là, on va les décliner en fonction des gens. Les valeurs, elles sont là elles-mêmes. Pourquoi ? Si une valeur était un humain, elle se dirait « mais qu'est-ce que je fous là ?» Et la valeur, elle est là pour emmener les gens, pour les cadrer. Je te donne un exemple de valeur qui m'est arrivé dans ma société. Tu vas voir où je veux en venir. On avait une valeur qui était éthique et respect, RSE, un respect de plein de choses, y compris respect des droits humains. Je dis à mon assistante qui s'occupait des approvisionnements, est-ce que tu peux acheter en lot, pour massifier mon achat et payer moins cher, toutes les feuilles pour imprimer cette année ? Est-ce que j'ai eu besoin de lui dire, mais attention, ne le fais pas si jamais ça provient d'un pays où on fait travailler les enfants à coups de fouet. Ce n'était pas la peine, parce qu'elle avait un cadre, c'est des valeurs en commun. C'est-à-dire que j'ai gagné mon temps de communication managériale précieux, et plutôt que de lui raconter, lui faire un listing, un cahier des charges comme un appel d'offres, je n'ai pas eu besoin. Je lui ai juste donné une instruction, et elle savait que s'il y avait un cadre, on dit que les valeurs sont les rives d'une rivière qui guide mon intention. Et le problème en management, c'est qu'on est expert de notre intention. Ça, nous, on le sait, mais c'est juste un tout petit début. Parce qu'en réalité, c'est tous les autres qui exécutent. Tous les autres sont experts de notre impact. Et mon job, en tant que manager, c'est d'aligner mon intention avec l'impact et d'avoir le moins de distorsions, d'interférences possibles. Et c'est en cela que les valeurs guident mon intention pour que l'impact soit au rendez-vous. Et rappelle-toi d'une autre question, c'est qu'est-ce que je peux imaginer de l'impact de mes actions ? Quand je veux imaginer que ça soit exactement ce à quoi je voulais en venir, plus je mets de valeur et plus on les partage, plus j'ai de chances que ça y arrive sans que je perde beaucoup de temps et d'énergie. Tu disais juste avant que tu parlais de la génération Z, où c'était important pour eux de mettre leur pierre à l'édifice. Est-ce que tu vois aujourd'hui des différences entre ta génération et du coup plutôt ma génération au niveau du travail ? Moi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux que les gens ont plus de mal à rester dans un poste, ont plus de mal à trouver une voie. Toi, tu le vois comment au niveau du management, au niveau des biais cognitifs, tout ça, comment tu l'expliques ? Alors déjà, je te remercie de me reprojeter mon âge. Ça me fait toujours très plaisir. C'est passionnant. Et merci, je suis content d'être venu. Et pour répondre à ta question plus sérieusement, posons-nous la question, est-ce que ta génération, la génération qu'on pourrait appeler Z, elle est vraiment différente de toutes les autres nouvelles générations qui arrivaient sur le milieu du travail. Parce qu'en réalité, chaque fois qu'une génération est arrivée, ceux qui sont arrivés en 68, donc mes parents, ont essayé de révolutionner un peu les choses. Moi qui suis arrivé dans les années 80, on a essayé de révolutionner les choses. On dit qu'à 20 ans, on est toujours plus susceptible de révolutionner le monde. On a envie de tout changer, etc. Donc, je me pose la première question, c'est déjà, est-ce que vous, les Z, vous avez une différence par rapport juste au fait d'être les nouveaux qui arrivent cette fois-ci ? Il suffit d'aller chercher des études universitaires pour répondre oui. Effectivement, vous avez bougé quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que les gens se posent la question ? C'est qu'il y a eu la Covid. Et avec la Covid, tout le monde a changé un peu. Mais il se trouve que vous avez changé encore plus. Parce qu'il n'y a pas eu que la Covid. Il y a eu aussi les réseaux. Et donc, vous créez, si je reprends un terme plus scientifique, plus global, plus universitaire, une culture spécifique. C'est-à-dire que vous avez un sentiment d'appartenance, mais vous avez aussi des moyens de vous concerter pour savoir si vous avez les mêmes modes de pensée, les mêmes réactions. Si tout le monde est d'accord, en réalité, vous faites du brainstorming en permanence sur les réseaux. Ce qui fait qu'au bout du compte, vous n'avez pas les mêmes attentes du monde du travail. Et ces attentes, elles sont légèrement modifiées, comme tout le monde après le Covid, mais légèrement modifiées particulièrement pour vous. Et un des éléments, c'est que ce besoin de rêver est prégnant chez vous.
s'il n'y a pas la possibilité de devenir la meilleure version de vous-même en étant là, vous allez chercher ailleurs si c'est possible. Si on ne vous propose pas, par exemple, une entreprise auto-apprenante, si on ne vous propose pas du mentorat ou du reverse mentoring, encore mieux. On parlait l'autre fois d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est maîtrisée ou mieux maîtrisée par ta génération que la mienne. Ta génération attend qu'en entreprise, il y ait des moments où moi, je donne mon point de vue sur les biais cognitifs et qu'on me donne aussi et qu'eux soient acteurs de me donner ce qu'ils savent sur des choses que je ne sais pas. Et le reverse mentoring, c'est une grosse attente aujourd'hui. Comment devenir quelqu'un qui est respecté avec une marque d'attention énorme en disant « je sais plein de choses parce que j'ai une histoire et toi tu ne l'as pas encore, mais par contre toi tu sais des choses que je ne sais pas et on a besoin les uns des autres ». Ils ont envie de se sentir utiles pour le groupe, pour eux-mêmes et pour la planète. Et tu me disais le mot biais cognitif, mais il se trouve que vous êtes des humains. Bizarrement, vous êtes des humains. Et donc les biais cognitifs s'appliquent à vous comme depuis 10 000 ans. Et vous avez les mêmes biais cognitifs que tout le monde. Sauf que le biais cognitif est quelque chose qui a servi à notre existence d'espèce il y a longtemps. Et dans nos comportements aujourd'hui, est-ce qu'ils ont le même impact qu'avec ma génération? Pas tout à fait, parce que vous n'avez pas les mêmes comportements. Mais il n'y a pas que la génération. Si vous prenez les cultures de différents pays, dirait Trompenard, Hofstede ou Richard Lewis, effectivement, il y a déjà des différences d'expression des biais cognitifs. En réalité, c'est est-ce que ces mécanismes automatiques ont des conséquences immédiates ou pas en fonction des comportements des gens. Voilà. On va finir là-dessus. Et tu m'avais même dit que ce qui ne change pas, c'est nous. En fait, dans le monde, tout évolue, mais l'humain ne change pas, comment on fonctionne. On a toujours affaire à des humains et on ne peut jamais faire l'économie d'aller comprendre l'autre. L'autre avec un grand A, parce que l'idée, c'est de vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il ne faut pas attendre que l'autre soit conforme à mes désirs et fasse comme si j'étais à sa place. C'est l'erreur majeure qu'un biais cognitif nous pousse à avoir, c'est qu'il faut aller chercher l'autre, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il attend, et du coup, moi, qu'est-ce que je fais là par rapport à lui, et lui, qu'est-ce qu'il fait là par rapport à moi. Et à la fin, si tu voulais un KPI, un élément clé du succès, à chaque fois que je peux faire une interview, une conférence, un cours ou rencontrer, c'est est-ce que les gens avec lesquels j'étais me choisiraient toujours comme capitaine du bateau dans la tempête. Et si c'est oui, et qu'ils ont le désir de rester, ils ont le désir de dire aux autres « venez », de nous recommander, alors j'ai gagné. Merci beaucoup Stéphane. Merci, c'était un immense plaisir et quand tu veux. Ouais, parfait. Merci.